Si entre les sessions, le témoin souhaite consulter des documents qu'il a produits lui-même, des documents qui étaient en possession du témoin avant que cela ne devienne des pièces versées au procès, ou des documents relevant du domaine public, c'est le droit du témoin et la Chambre ne doit pas mettre cela en doute ou interdire dès le départ. Cela ne veut pas dire que l'intégrité du témoignage en est affectée. Pour que les choses soient claires, cette décision ne porte pas sur les documents qui ont été préparés à l'intention du témoin par les parties ou par des tierces personnes concernant leur témoignage. Cette question ne concerne pas non plus la lecture de la déclaration préalable telle que réglementée par le protocole de familiarisation. Toutefois, la Chambre considère qu'il n'est pas adéquat que ce type de document, et je fais référence aux documents que le témoin a avec lui, que ce document soit introduit sans donner aux parties, sans avertir les parties au préalable et leur donner la possibilité d'examiner ces documents et poser des questions le cas échéant. En fonction de la nature du document et plus particulièrement des informations nouvelles qu'il pourrait contenir, la Chambre pourrait mettre en suspens le témoignage du témoin et ou donner aux parties un temps supplémentaire pour interroger le témoin. Toutefois, étant donné la nature du document, dans le cas d'espèce, la Chambre considère qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures particulières et peut accepter que le document soit soumis comme il l'a été. Voilà la décision orale. Je donne maintenant la parole de nouveau à la défense de M. Gbagbo, Maître Altit, pour interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, maître. Alors, vous aviez indiqué, et c'était la page 30 du transcrit français du 27 mars, que votre objectif pour le SECOS était d'avoir 1500 hommes. Et je vais vous citer. Je cite. L'objectif que j'avais fixé, c'était d'atteindre 1500 ou bien 1700 hommes. Mais je n'avais pas pu atteindre cet effectif, donc j'étais autour de 1400, 1500 au départ. Fin de citation. Puis vous avez précisé que, je cite, l'effectif a régressé. On a eu beaucoup d'hommes en moins, tant et si bien qu'on s'est retrouvé au bout de 1000, 1200 au cours de l'année 2000-2010. Fin de citation, laquelle se trouve à la page 31 des transcrits français du 27 mars. Donc que ce soit clair, au début de la crise, disons au moment du premier tour de l'élection présidentielle, vous disposez d'un effectif théorique de 1000-1200 hommes, c'est ça? Affirmatif. D'accord. Alors, ma question. Combien d'hommes, sur ces 1200 hommes, pouviez-vous, compte tenu des maladies, des congés, de la rotation entre ceux qui doivent se reposer parce qu'ils viennent de terminer leur service, etc., combien pouviez-vous aligner d'hommes au même moment
par exemple, à la date du premier tour des élections ou à une date particulière. Combien d'hommes en service au même moment? Déjà, nous, on n'était pas directement impliqués dans la couverture sécuritaire des élections. Excusez-moi. Je vous interromps parce que ce n'était pas l'objet de ma question. J'ai pris le premier tour pour avoir un repère temporel. Mais oubliez, c'est un mauvais repère temporel. Ce que je voulais vous demander, c'est, à cette période-là, disons au moment de la crise, pas le jour précis du premier tour ou du deuxième tour, mais au début de la crise, de combien d'hommes effectivement utilisables pouviez-vous disposer à un moment précis? J'imagine que ce n'est pas tout l'effectif, parce que certains doivent se reposer, d'autres, etc., etc. Donc combien peuvent être mobilisés au même moment, à cette période-là? Est-ce que je suis plus clair? Les secteurs de SECOS sont 5. Et à la demande de Madame le procureur hier et avant-hier, en tout cas depuis lundi, j'ai suffisamment exposé sur la structure territoriale du SECOS. Donc on a 5 secteurs. Et chaque secteur désigne ses services au quotidien en fonction de la configuration en matière de criminalité de sa commune. Donc environ l'équivalent d'un peloton, bien un peloton renforcé selon les moyens de mobilité, selon la disponibilité des moyens de mobilité. C'est-à-dire, à Yopougon, ils peuvent aligner par jour entre 30, 40 ou au maximum 50 personnes pour faire les patrouilles de jour et de nuit. Et c'est à peu près cette même idée cette même ordre de grandeur qu'on rencontrera dans les autres secteurs. Il faut préciser que tous les secteurs n'ont pas la même superficie. Le secteur sud est autrement plus étendu. Et donc, si on prend, sur la base de l'exemple que j'ai donné, si on prend 50, disons, l'effectif moyen qu'on aligne, que le chef de secteur, le commandant de secteur aligne comme ceux qui sont désignés pour faire la surveillance pour une période de 24 heures. Si on multiplie par 5, il y a ce jour-là, au niveau du SECOS, environ 250 personnes qui sont sur le terrain. Je précise que les 2 unités, la BMO et le groupe d'appui, ne sortent pas comme ça. Ils ne sortent pas systématiquement. Le groupe d'appui, généralement, va faire ses patrouilles quotidiennes sur l'autoroute. Et la BMO, elle, ne sort quasiment pas, sauf s'il y a des événements qui nécessitent sa mise à disposition. D'accord. C'est très clair, monsieur. C'est exactement, vous avez anticipé sur certaines de mes questions, c'est exactement ce que je voulais vous demander. Pour fixer les idées, pour fixer nos idées à nous ici, donc à peu près 50 hommes en service au même moment dans chacun des secteurs. Alors, je sais que ces secteurs, vous l'avez d'ailleurs dit, sont différents. Certains sont plus étendus que d'autres, certains ont une population plus importante que d'autres. Mais pour fixer les idées, ces 50 hommes doivent intervenir dans une zone d'action, secteur par secteur, on s'entend,
qui fait combien, il y a combien d'habitants à peu près? Chaque secteur est compétent pour une zone qui fait à peu près combien d'habitants? Alors, je sais qu'il y a des différences. Si vous pouvez nous dire, par exemple, la plus petite zone, celle la moins peuplée, puis la plus grande, pour qu'on ait une idée. Les deux zones qui sont les moins peuplées, les deux secteurs qui sont les moins peuplés, c'est le secteur 4, Cocody, et le secteur 3, Adjamé. En dehors de ça, le secteur de Yopougon, Yopougon étant la commune la plus peuplée d'Abidjan, et le secteur d'Abobo, Abobo aussi est une commune extrêmement peuplée. Et le secteur sud, c'est-à-dire le secteur numéro 5, comporte au moins 4 communes. Donc, les 4 communes mises ensemble sont très peuplées. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres pour qu'on ait une idée? Ce secteur sud qui comprend 4 communes, ça représente combien d'habitants? À peu près, hein, c'est pour avoir une idée. Yopougon, à peu près combien d'habitants? Cocody, à peu près combien d'habitants? Yopougon, on peut dépasser 600 000 hommes, 600 000 habitants. Yopougon, on peut dépasser 600 000 habitants. Yopougon. On peut facilement dépasser 600 000 habitants. C'est un ordre de grandeur que je donne. Cocody? Cocody, c'est quand même moins. On peut peut-être 200, 300 000 habitants. À Bobo, un peu plus quand même. À Bobo, un peu plus, autour de 400 000 habitants. Parce que Yopougon est la commune la plus peuplée d'Abidjan. Et le secteur sud dont vous parliez, à peu près? Bon, si on met bout à bout, Trècheville, Marcory, Koumansi, Port-Boué, 4 communes, je pense qu'on peut aussi dépasser les 600 000 habitants. D'accord. Et sur ces... Alors, donc on a compris, à peu près 50 personnes, 50 personnels par 5 secteurs, ça nous fait 250 plus BMO plus groupe d'appui. C'est à peu près les effectifs dont vous disposez à un moment donné d'une journée. Sur ces hommes, sur ce nombre global, combien étaient formés au combat? Les éléments du SECOS qui sont en service dans les secteurs n'avaient aucune formation au combat. Les 5 secteurs, tous ceux qui travaillent dans les 5 secteurs n'avaient pas de formation spécifique au combat. Les seuls personnels qui ont une formation au combat, c'est les éléments du groupe d'appui. Même les éléments de BMO ont quelques rudiments en matière de maintien de l'ordre, ont des basiques en matière de maintien de l'ordre, avec des recyclages périodiquement. Mais les seuls personnels qui avaient une formation au combat, c'est les éléments du groupe d'appui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler leur nombre? Combien? À ma question, combien étaient formés au combat? Donc ça nous fait à peu près, quel est le chiffre, plus ou moins? Ils sont en gros 80 personnes. D'accord. Et sur ces 80 personnes, combien peuvent être mobilisées au même moment d'une journée, par exemple? Combien sont effectivement utilisables à un moment particulier? J'ai indiqué hier que nous avons en moyenne 4 à 6 véhicules en état de marche. Et donc, c'est la capacité d'emport de ces moyens de mobilité qui détermine la disponibilité opérationnelle de nos hommes. Étant entendu qu'on met en général 6 personnes par véhicule. 6 personnes par véhicule. D'accord.
Est-ce que vous considériez, monsieur, que vous étiez en sous-effectif? La population globale d'Abidjan, à l'époque, ce sont des estimations parce que je n'ai pas le chiffre précis, tournait autour de 4-5 millions de personnes. Et donc, en termes de ratio, vous voyez, on est très loin de ce qu'il aurait fallu pour véritablement assurer notre mission. À cela s'ajoutent des faiblesses en ce qui concerne les moyens de mobilité. Quand on fait de la sécurité dans une agglomération comme Abidjan, même si on a fait ce que nous avons adopté, c'est-à-dire le prépositionnement des unités, il faut quand même qu'il y ait des moyens de mobilité. Il faut qu'il y ait beaucoup de patrouilles très mobiles qui peuvent se déporter d'un point à un autre selon des préavis très brefs, pas plus de 15 minutes. On ne pouvait pas toujours atteindre ces performances-là que nous nous sommes imposées nous-mêmes pour atteindre notre efficacité. D'accord. Alors, vous avez indiqué, à la page 31 des transcrits français du 27 mars, et je cite la question à la ligne 22, question de la représentante du bureau du procureur. Qui a mis à votre disposition ces différents éléments? Commençons par les gendarmes. Qui a mis ces éléments à votre disposition pour le SECOS? Je vérifie que tout le monde est... Tout va bien. Vous répondez à la ligne 26. J'exprime les besoins auprès du commandant supérieur qui les affecte, qui affecte les gendarmes au SECOS. Question. Et les militaires, qui les a mis à disposition du SECOS? Réponse, votre réponse, le chef d'état-major des armées. Question. Et on parle de la création du SECOS et donc du général Mangou. C'est bien ça? Réponse, oui. Question. Et la police? Qui a mis ces éléments à disposition? Réponse, le ministre de l'Intérieur et le directeur général de la police. Fin de citation. Ma question, donc, en réalité, vous ne choisissez pas directement les membres du SECOS, c'est ça? Je ne choisis pas. Et ça a été une des difficultés pour atteindre à pleine efficacité. Puisque les corps d'origine, les commandements organiques, quand je dis je vais peut-être, en 3 mois, j'aurais besoin de 100 gendarmes, le commandant supérieur met à ma disposition une liste de 100 gendarmes. Quelquefois, et c'est assez amusant, il y a des malades indisponibles qui sont parmi ces 100 gendarmes. Et donc, au final, je n'ai pas 100 gendarmes, j'ai moins de 100 gendarmes. Quand je dis à la police de me donner 150 policiers, et ce n'est pas pour faire injure à la police, que j'estime énormément, c'est souvent des gens dont on ne veut pas qu'on voit. Et très vite, les manières de servir se dévoilent. Au bout de 15 jours, au bout d'1 mois, les plaintes affluent à la direction du SECOS. Donc on est obligé, quand on s'en rend compte, on est obligé à nouveau de procéder à des tris pour retourner ce type de personnel-là à leur corps d'origine.
D'accord. Alors, je vais vous lire votre déclaration antérieure. La référence 0016-0130, page 0131. J'attends un petit peu. Et j'y vais. Alors je cite. C'est à la ligne 17. Personne entendue. Donc vous, monsieur. Il y a eu deux faits. Il y a eu la réputation du sécos à commencer à en prendre un coup. Parce qu'il y avait beaucoup de raquettes et beaucoup d'actions qui n'étaient pas dans la ligne de ce que moi je pensais être notre métier. Et les différentes enquêtes qu'on a menées, il se trouve que les policiers qui sont au sécos étaient beaucoup impliqués dedans, dans ça. Donc je renvoyais les policiers. Donc ça faisait que les 32 effectifs de policiers diminuaient à chaque fois. Ah pardon. Donc ça faisait que les effectifs de policiers diminuaient à chaque fois. C'est la première chose. Deuxième chose, le ministre, je pense que c'est de l'Intérieur, a retiré lui-même volontairement du sécos plus de 300 policiers. Le ministre de l'Intérieur, lui-même, a rappelé du sécos plus de 300 policiers. Et donc il ne les a pas remplacés lui-même. Il ne les a pas remplacés. Donc, d'une part, les personnes qu'on a exclues du sécos pour mauvais comportement et ceux que le ministre de l'Intérieur a retirés volontairement du sécos, il avait promis de les remplacer, mais il ne les a pas remplacés. Ça fait que les effectifs de policiers ont considérablement baissé. Voilà, c'est pour ça. Mais nous, chaque année, on écrivait au ministre de l'Intérieur pour dire on veut les effectifs de policiers. Chaque année, on écrit à la gendarmerie, on écrit à la police pour dire on veut renforcer les effectifs avec du personnel nouveau. La gendarmerie répond, mais la police ne répond pas. Donc ne nous donne pas de nouveau personnel. Voilà le problème du sécos. Alors, ma question, vous avez donc lutté avec succès contre la corruption au sein de votre unité, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette lutte contre la corruption que vous avez menée? Je vais parler surtout des résultats parce que j'ai pris énormément de sanctions contre les éléments et j'ai même montré plusieurs exemplaires de ces dossiers disciplinaires au bureau, aux enquêteurs du bureau de Madame le procureur. Et il y a eu aussi des procédures pénales contre certains éléments. Je vais citer ces exemples-là aussi devant les enquêteurs. Puis, il y a des éléments qui n'ont pas fait
l'objet de dossiers disciplinaires, mais qu'on a tout simplement retourné à leur unité parce qu'on estimait que il n'était pas du niveau qu'on voulait pour travailler au sein du SECOS. Voilà ce qu'on a essayé de faire avec la pleine disponibilité du commissaire Brindou, à l'époque qui était mon adjoint, et qui souscrivait parfaitement à cette manière de voir que j'avais. L'objectif pour moi, c'était d'instaurer au sein du SECOS la culture de la sanction. Cela était présent au sein des unités de gendarmerie, mais à l'époque, ce n'était pas tout à fait le cas au niveau des services de police. Et donc, on préférait avoir un effectif un peu plus resserré que d'avoir de nombreux agents dont le comportement était de nature à souiller la réputation de l'unité. Voilà ce que je peux en dire. Mais donc, si je comprends bien, ceux qui, parmi vos effectifs, posaient des problèmes, c'était des policiers, c'est ça, et pas les gendarmes. Ah si, mais c'est une affaire de proportion. Les gendarmes aussi. Il y a des gendarmes qui ont fait l'objet de procédures pénales. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure du fait que vous receviez des éléments, des effectifs que vous n'aviez pas choisis, donc vous ne saviez pas qui étaient les personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire qui s'occupait de la gestion du personnel des effectifs qui étaient détachés auprès de vous? Que ce soit des gendarmes, des policiers ou des militaires, qui s'occupaient de leur gestion? C'est la division qui était en charge de l'ensemble des affaires logistiques. Parce qu'il y avait en même temps un aspect gestion des ressources humaines. Mais je voulais préciser que c'est une gestion assez sommaire. Parce que je précise à nouveau que tous les personnels du SECOS relevaient sur le plan administratif des différents commandements organiques. Les dossiers des personnels n'étaient pas chez nous. Ils étaient toujours au sein de leur corps d'origine. Donc, pour qu'on comprenne bien, ce que vous nous dites, c'est que le dossier administratif et la gestion administrative, si l'on peut dire, d'un militaire était géré par son ministère ou par son corps d'origine. Le dossier administratif d'un gendarme était géré, et sa carrière gérée par la gendarmerie. Le dossier administratif d'un policier géré, et sa carrière gérée par la police. C'est bien ça? C'est bien ça. Ils étaient chez nous. Ils étaient chez nous uniquement, ils étaient au SECOS uniquement pour emploi. D'accord. Et puisque ils étaient, les gendarmes étaient gérés par la gendarmerie, les policiers par la police et les militaires par l'armée, je parle de ceux qui étaient détachés auprès du SECOS, est-ce que vous receviez des instructions, par exemple de la police concernant des policiers, de la gendarmerie concernant des gendarmes, concernant tel ou tel,
qui étaient détachés auprès de vous, tel gendarme ou tel policier détaché auprès de vous, ou tel militaire détaché auprès de vous. Des instructions de quelle nature? Alors je vais lire votre déclaration antérieure, la référence 0016-0065, page 0066. Line. La ligne. Justement. « 29, Monsieur le Président. » Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, je cite, « Personne entendu, c'est-à-dire vous. Par exemple, tous les crédits de fonctionnement, le budget, tout et tout, c'est le ministre de la Défense. Donc c'est lui qui vérifie les moyens mis à la disposition du SECOS. Les moyens, comment on appelle? Il y a le crédit. Mais les hommes, il faut que je dise, que je précise ça aussi, les hommes, les policiers, les gendarmes, comme les hommes, les instructions concernant les hommes, souvent c'est leur corps d'origine, c'est-à-dire c'est la police nationale ou bien c'est la gendarmerie. Enquêteur 1. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez recevoir aussi des instructions de la police et de la gendarmerie? Et là, on tourne la page pour aller à la page suivante. Personne entendu? Oui. Pour, en ce qui concerne les hommes, c'est-à-dire que la gestion du personnel, tout ça, c'est quand même des hommes. Moi, je n'ai pas d'hommes. Bon. Donc, doit-on comprendre de cela que tout ce qui est gestion administrative, donc instruction concernant la gestion administrative, c'était ça la question, donc instruction concernant la gestion administrative, des effectifs mis à votre disposition, était faite ailleurs, dans le corps d'origine, gendarmerie, police, armée. Oui. Moi, ils étaient mis à la disposition du SECOS pour emploi. C'est-à-dire tout ce qui est l'activité du SECOS. C'est-à-dire la lutte contre la grande criminalité. En ce qui concerne les gestions administratives, avancement, tout ce qui concerne la gestion administrative, ce n'était pas le SECOS, c'était plutôt les corps d'origine de chaque militaire. Bien sûr, les dossiers disciplinaires que nous établissions, comme je l'ai dit à Madame le procureur il y a quelques jours, nous les envoyions à chaque corps d'origine. Confirmait en dernier ressort la sanction.
et donc qui archivait au niveau des ressources humaines pour en tenir compte pour l'avancement de l'individu concerné. D'accord. Alors, au cours de votre témoignage, monsieur, vous avez cité un certain nombre de responsables du SECOS. Je vais vous demander de vous prêter un petit exercice. Je vais reprendre ceux que vous avez nommés, en y ayant ajouté quelques noms supplémentaires que nous avons, et je vais vous demander, si vous voulez bien, de me donner leur fonction dans le SECOS, leur arme d'origine, leur ethnie, et s'ils sont toujours en poste aujourd'hui. Alors on va commencer par Bredoumbia. Et le général des corps d'armée de la police nationale, Bredoumbia, il était le commandant en second du SECOS pendant les premières années de la création du SECOS, pendant environ 2-3 ans. Il était jusqu'à une période très récente directeur général de la police nationale et il est de la région d'Agny-Bilécro, c'est-à-dire qu'il est Agny, le grand groupe Akan. And this was already Et de toute façon, la Chambre était parfaitement au courant de tout cela. Il est aujourd'hui commandant. Et il était lieutenant et capitaine au niveau du SECOS. C'était lieutenant quand il est arrivé. Il est passé capitaine. Et il exerçait les fonctions de responsable de la division logistique et des ressources humaines dont on parlait tout à l'heure. Et aujourd'hui, selon les dernières nouvelles que j'avais, il travaillait à l'état-major de la Légion de gendarmerie mobile au camp d'Agban. Et Mouri, elle appartient au grand groupe Malinké, qu'on appelle communément Dioula. D'accord. Le commissaire Yoro. Le commissaire divisionnaire Yoro, son séjour au sein du SECOS en tant que commandant en second a été relativement court. Donc, il a été rappelé rapidement par la Direction générale de la police et le ministère de l'Intérieur pour s'occuper uniquement de la direction des unités d'intervention. Il est BT et je pense qu'aujourd'hui, il doit être admis à faire valoir ses droits à la retraite. D'accord. Le commissaire Robé. Le commissaire principal, Robé Joachim, était responsable de la division de planification et des opérations. Et en même temps, il était aussi le commandant de la CRS 1 à Williamsville pendant un moment. Ensuite, il était au niveau de la police toujours. Quand il est monté en grade, il a été chargé des problèmes de police scientifique au sein de la police, au sein de la Direction générale de la police nationale. Il est BT et il est aujourd'hui
à la retraite. D'accord. Le capitaine Zoloua. Le capitaine Zoloua, il travaillait au sein de la division de la planification et des opérations. Il est gendarme. Il appartient au groupe Yakuba. Aujourd'hui, il fait une très belle carrière au sein de la Légion de gendarmerie à Bouaké, où il a déjà été publiquement félicité à 2 reprises par le commandant supérieur de la gendarmerie. Félicitations au niveau du corps. D'accord. Le capitaine Katibi. Le capitaine Katibi, Jonas, est responsable de la division des renseignements, les gendarmes aussi, et il est gourou. Aujourd'hui, il travaille au sein du commandement supérieur de la gendarmerie nationale, où je crois son expertise en termes de renseignement est totalement appréciée, et je crois que il est appelé certainement à d'autres fonctions, peut-être pas au niveau de la gendarmerie, mais au niveau du ministère de la Défense, si je ne m'abuse. D'accord. Le lieutenant Cissé Amadou. Le lieutenant Cissé travaillait aussi au sein du SECOS. Je ne me rappelle plus des fonctions qu'il occupait. Il appartient au groupe Malinké et je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. D'accord. Le lieutenant Tébili Zézé. Le lieutenant Tébili s'occupait aussi du renseignement sous les ordres de Katibi. Il est du groupe BT de la police nationale. Je ne sais pas dans quelle unité il exerce aujourd'hui. Son origine? BT, j'ai dit. Ah, pardon. Pardon. Alors, le commandant Nouko Ange. Le commandant Nouko, il était officier chargé des relations publiques et de la cellule de communication du SECOS. Brillant officier qui a fait de très grandes études, à tel point que la gendarmerie l'utilisait, comme on dit en Côte d'Ivoire, concomitamment avec le SECOS dans les mêmes emplois. Il était responsable de la communication au SECOS, il était responsable de la communication au sein de la gendarmerie nationale. Le lieutenant Nouko est Gagou et il s'occupe aujourd'hui, il est employé aujourd'hui au sein d'un état-major de la gendarmerie, d'un grand corps de la gendarmerie. Il a exercé, compte tenu de son expertise, il a exercé pendant plusieurs années au Mali, dans le cadre de la force africaine qui est déployée au Mali. D'accord. Le commissaire Loba Patrice.
Le commissaire Loba s'occupait avant Katibi des problèmes de renseignement. Il appartient au groupe Ébrié et très tôt, il a été rappelé par la police nationale et il exerçait les fonctions de commandant de la brigade anti-émeute BAE à Yopougon. J'ignore sa position au jour d'aujourd'hui. Et pardon, je ne suis pas sûr que vous ayez dit quelle était son ethnie. Ébrié, j'ai dit. Ébrié, d'accord. Le capitaine Obeniere Ouattara. Le capitaine Ouattara Obeniere a pris la succession du lieutenant-colonel Goué en étant le commandant du secteur 2 à Bobo. Et en même temps, il exerçait les fonctions de commandant de l'escadron 1/3 qui était stationné au camp commando d'Abobo. Le capitaine Obeniere, il est du groupe Taguana. Ceux qui sont localisés Katiola, Niakaramadougou, Tafiré. Pour qu'on comprenne bien, le groupe Tagbana, est-ce que le groupe Tagbana fait partie d'un plus grand groupe? Ce que les ethnologues appellent le groupe Sénoufo. D'accord. Le commissaire Drissa Ouattara. Le commissaire Drissa Ouattara a pris la succession du capitaine Obeniere à Bobo à la tête du secteur 2 à Bobo. Le commissaire Drissa, il est de la police nationale, comme son nom l'indique, le commissaire de police. Et il est du grand groupe Malinké. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement où il travaille. D'accord. Le lieutenant-colonel Goué Léopold. Le lieutenant-colonel Goué a été pendant longtemps le commandant du secteur 2 à Bobo. On est toujours à Bobo. Tout en étant en même temps le commandant de l'escadron 1/3 à Bobo, qui est dans la caserne du camp commando. Goué, il est gendarme. Il était gendarme. Et il est du groupe Yakuba. Aujourd'hui, il a demandé sa disponibilité et il n'est plus gendarme. D'accord. Le capitaine Zakpa. Le capitaine Loboyon Zakpa commandait le secteur 5 du SECOS. Et il était basé à Koumassi. Il était en même temps le commandant de l'escadron commando de Koumassi. Il est BT et il est toujours en service au sein de la gendarmerie sans que je sache avec précision dans quelle unité. D'accord. Le commissaire Djokoi. Le commissaire Djokoi était le commandant du secteur 3 à Adjamé.
Ensuite, il a été rappelé par la police nationale à d'autres fonctions, où il y a encore, je pense, le commissaire Djokoui, il est, je pense, Dida. D'accord. Le commandant Jean-Noël Abbaye. Le commandant Abbaye, il commandait le secteur 4, Cocody. Il est gendarme. Il est aujourd'hui détenu. Depuis la crise, il est détenu. Et il est baoulé. D'accord. Le lieutenant Ouidi. Le lieutenant Woody, il était le commandant de la brigade de maintien de l'ordre, BMO. Il est aujourd'hui instructeur dans une des 2 écoles de gendarmerie, je ne sais pas très bien laquelle. Et il est BT. D'accord. Le capitaine Aboubacar Fofana. Le capitaine Fofana, brillant officier, était celui qui a été désigné pour diriger le groupe d'appui. Brillant officier, j'insiste. Et aujourd'hui, il commande une importante unité de gendarmerie au nord, à Korogo. Il est malinqué. D'accord. Le lieutenant-colonel Ayemou. Lui, il n'appartient pas au SECOS, il était mon adjoint à l'école de gendarmerie.